L'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue dans l'hebdo politique, votre rendez-vous du dimanche soir sur Radio Sensation en association avec TV78, épisode 212. Mon invité ce soir est le porte-parole d'Éric Zemmour, Jean-Frédéric Poisson. L'hebdo politique. Jean-Frédéric Poisson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de VIA, la Voix du Peuple, et vous soutenez la candidature d'Éric Zemmour à l'élection présidentielle de 2022. Oui. Vous avez commencé la politique avec Christine Boutin. Vous avez longtemps travaillé avec elle comme collaborateur, puis directeur de campagne et enfin directeur de cabinet. Vous devenez en 2004 le maire de Rambouillet en intérim de Gérard Larcher, entré au gouvernement. Et vous devenez entre 2007 et 2009 député des Yvelines en tant que suppléant de Christine Boutin, elle aussi entrée au gouvernement. Vous êtes réélu ensuite député en 2012 sous l'étiquette UMP. Le 9 juillet 2013, vous devenez le nouveau président du Parti chrétien démocrate. En 2016, vous vous présentez à la primaire de la droite. Vous terminez 6e avec 1,75% des voix et vous soutenez François Fillon au premier tour. Pour 2022, vous avez décidé d'abord de vous présenter directement, puis finalement vous avez décidé de retirer cette candidature pour soutenir celle d'Éric Zemmour. Alors pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix ? Pour deux raisons. La première, c'est que j'ai toujours annoncé clairement mon intention. Je crois que la France peut se redresser. Je pense que le peuple français a tous les atouts et toute l'énergie nécessaire pour ça. Et je pense qu'il lui faut, pour cela, un projet politique qui soit à caractère conservateur, c'est-à-dire qui accepte l'idée qu'on doit recevoir des générations antérieures et qu'on ne doit pas tout ignorer ou fouler aux pieds ce qui s'est fait avant nous. J'ai clairement dit, en annonçant ma candidature il y a presque 2 ans maintenant, 1 an et demi, à la présidentielle, que si jamais il se trouvait un candidat qui portait un projet politique de cette nature et qui était mieux placé que moi, je me rangerais naturellement derrière lui parce que moi, j'ai pas vocation à être candidat pour être candidat. On est candidat à une élection présidentielle pour porter un projet politique et un certain nombre d'idées. S'il y a des gens qui les portent mieux que vous et plus loin que vous, la lucidité et l'humilité aussi consistent à se ranger derrière cette personne et à l'aider. C'est le choix que j'ai fait. Et la deuxième raison, elle est très naturellement liée à la première. Je crois urgent de réunir l'ensemble des personnes de bonne volonté qui partagent ce projet politique. Et je milite depuis maintenant près de 5 ans au rassemblement de toutes ces personnes dans une offre politique homogène et dans une structure politique la plus homogène possible. Les deux se profilent, donc très naturellement, j'ai rejoint la campagne d'Éric Zemmour. Et alors il vous a désigné porte-parole de la campagne. Oui. Quel rôle est-ce que vous allez jouer dans cette campagne ? Eh bien, comme son nom l'indique, essayer de faire connaître le projet que porte Éric Zemmour et faire connaître un peu mieux les raisons, parfois les nuances d'ailleurs, que ma présence à ses côtés peut faire valoir ou peut expliquer ou dire. Et puis participer activement à cette campagne. Enfin, je suis sur votre plateau ce matin pour cette raison, mais c'est pas la première fois que j'y viens, et merci de votre invitation. J'anime des réunions publiques, nous tournons à un rythme aujourd'hui de 2 ou 3 par semaine, et voilà, c'est une campagne en tout cas très active. Nous rencontrons beaucoup de gens intéressés par ce projet. Et donc un porte-parole sert à ça, c'est un relais naturel du candidat. Parmi les soutiens à la candidature d'Éric Zemmour, il y en a certains des Républicains, Guillaume Pelletier notamment, il y a aussi certains ralliements du côté du Rassemblement National, Gilbert Collard ou encore Jérôme Rivière ont récemment annoncé leur soutien. Et puis récemment dans l'actualité, il y a Marion Maréchal Le Pen qui hésite, vous l'appelez à rejoindre la candidature d'Éric Zemmour ? Je suis surtout respectueux de son temps de décision. Il se trouve que je connais bien Marion, que j'ai vu il y a encore quelques jours. Nous avons évoqué ce sujet, mais ma réputation est celle d'une tombe, vous le savez, et elle ne sera pas démentie aujourd'hui. Donc je respecte surtout le temps de sa décision. Je pense qu'effectivement, ce serait un atout formidable pour la campagne d'Éric Zemmour et pour notre campagne et pour nos idées, que Marion nous rejoigne, étant donné ce qu'elle représente et l'impact qu'elle a dans l'opinion publique, évidemment. Avant de rejoindre la campagne d'Éric Zemmour, vous aviez votre projet, celui de VIA, la Voix du Peuple. Que va-t-il devenir une fois le soutien à Éric Zemmour acquis ? Alors il est assez largement partagé avec Éric Zemmour, en tout cas sur les sujets régaliens. On va certainement y revenir, d'ailleurs, je pense, dans la suite de l'interview. Moi, je prône une société d'entraide. Je pense que ce qui manque le plus
aux Français aujourd'hui, c'est de effectivement se trouver dans des circonstances dans lesquelles la solidarité active se renoue, dans laquelle on est plus attentif à son voisin pour l'aider que pour lui hurler dessus. Et je suis très frappé de voir comment les relations entre des personnes se sont tendues depuis ces derniers temps. Il y a un effet de la crise sanitaire, c'est certain, mais cette évolution était déjà présente auparavant. Entre le milieu des entreprises dans lequel je suis rentré il y a maintenant presque 30 ans, comme jeune professionnel, et puis celui des entreprises que je côtoie maintenant comme consultant, puisque c'est mon métier par ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Eh bien, il s'est passé l'importation, en quelque sorte, d'énormément de violence, de brutalité, de violence dans les rapports sociaux, et qui est, je crois, la grande faiblesse de la société française. Donc mon objectif, c'est de faire en sorte que on puisse plus naturellement, plus facilement, plus efficacement, avec des moyens adaptés, venir en aide les uns aux autres, et que ça soit le projet politique que nous partageons. Pour cela, il y a des décisions à prendre sur le plan régalien, il y a des décisions à prendre sur le plan fiscal, il y a des décisions à prendre sur le plan social, toutes les politiques se déclinent. Mais le but, c'est vraiment ça, de retrouver le sens de la vie commune et le sens du partage. C'est ça qui m'intéresse. Quel est, selon vous, le thème le plus important de cette campagne présidentielle ? C'est à la fois un thème et plus qu'un thème. C'est la question de la civilisation. Alors, c'est un mot avec beaucoup de syllabes, donc je sais que sur un plateau, c'est compliqué d'employer des mots avec beaucoup de syllabes. Plus prosaïquement. Là encore, ce qui me frappe dans les réunions publiques que j'anime aux côtés d'Éric Zemmour ou en son nom. Quand j'évoque la crainte que partagent beaucoup de nos concitoyens de voir ce qui leur appartient, c'est-à-dire la France, avec un grand F et tout ce que ça suppose, disparaître. Dans certains cas même, on constate que cette disparition, elle est sous nos yeux. Prenons l'exemple de notre patrimoine industriel. Nos auditeurs connaissent certainement ces entreprises que je vais citer, Alcatel, Technip, Alstom, Saint-Gobain, ce sont des noms qui ont résonné dans nos oreilles pendant des décennies, et parfois au-delà d'un siècle. Elles sont parties, ces entreprises, elles ont été vendues. La plupart du temps à des fonds de pension étrangers qui maintenant font la loi dans notre économie. Ce sentiment de dépossession économique, il vaut sur le plan culturel, il peut valoir parfois sur le plan territorial, il vaut sur le plan culturel, il peut valoir sur le plan de la langue, sur le plan de l'histoire, avec le wokisme et toutes les fables, pour pas dire les bêtises qu'on entend sur ces sujets-là. Donc ce sentiment de dépossession, c'est ça qu'il faut arriver à contrecarrer. Et donc reprendre possession de notre destin, c'est ça l'enjeu. Et je pense que la seule question de l'élection présidentielle, au fond, c'est celle-là. Ça va d'ailleurs jusqu'à des choses très concrètes pour nous, quotidiennement. Notre système de retraite. On commence à entendre que l'Union européenne va nous forcer à adopter un système de retraite qui ne serait pas forcément exactement ce que souhaiteraient les Français pourtant. Notre système de protection de santé. On commence à dire sur les plateaux, sans rire, ah oui, est-ce qu'on va continuer à soigner les gens qui ne sont pas vaccinés ? Est-ce qu'ils vont pas devoir payer leur sang ? Enfin, qu'est-ce que c'est que ces brèches qu'on met dans un système qui est notre modèle social et qui nous appartient pourtant. Donc voilà ce qui est en jeu. Reprendre possession de notre destin pour protéger ce que nous avons de plus cher, c'est-à-dire nos traditions et notre mode de vie. Alors un des thèmes forts de la campagne d'Éric Zemmour, c'est l'immigration. Vous souhaitez stopper les flux avec plusieurs mesures, dont la limitation du droit d'asile à une poignée d'individus par an. En 2021, près de 100 000 personnes en avaient bénéficié, selon l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides. Vous souhaitez mettre fin aussi au regroupement familial et mieux sélectionner les étudiants étrangers. Alors que permettront toutes ces mesures pour les Français concrètement ? D'abord, le fait que nous ajustions les flux migratoires aux besoins de l'économie française et aux besoins de notre population. Le préalable de ce que vous évoquez, qui est parfaitement juste, c'est que Éric Zemmour dit une chose simple aux Français, on va d'abord s'occuper de l'intérêt des Français. On va commencer par ça. Et quand on sera correctement occupé de notre intérêt, eh bien on pourra voir ce qu'il en est de l'intérêt des autres. Parce qu'il y a un moment où si on s'oublie soi-même, on ne peut pas rendre service aux autres. Donc, commençons par le commencement. Régulons les flux migratoires, faisons en sorte que ceux qui sont vraiment en situation de demander l'asile en France, évidemment, ils l'auront. C'est-à-dire ceux qui viennent pour des raisons, parce qu'ils sont persécutés, parce qu'ils sont poursuivis, parce qu'ils vivent sous des régimes dictatoriaux, parce qu'il y a des motifs politiques. Les demandeurs d'asile viennent pour des motifs politiques.
Ceux-là, bien entendu, sont les bienvenus en France, moyennant qu'ils remplissent les critères d'admission et d'entrée sur notre territoire. C'est notre tradition et il n'est pas question d'en changer. Ce à quoi il est question de mettre fin, c'est le détournement de cette procédure, c'est-à-dire des gens qui viennent pour d'autres raisons. Je ne dis pas qu'elle ne soit pas légitime. Je comprends très bien que quand il n'y a rien à manger chez vous, vous allez chercher à manger ailleurs. Je comprends ça, mais parfaitement. Pour autant, la mécanique d'entrée sur le territoire français ne doit pas être systématiquement « oui, bien sûr, venez chez nous, vous êtes bienvenus ». D'abord parce que ça n'est pas équitable à l'égard de nos concitoyens. Et deuxièmement, je sais que dans les Yvelines, on s'en rend un peu moins compte. Dieu merci. Mais beaucoup de nos auditeurs connaissent les conditions dans lesquelles, porte de la Chapelle, sous le métro aérien qui passe par Barbès, Stalingrad et qui fait tout le nord de Paris, à d'autres endroits, à l'entrée autrefois, il n'y a encore pas très longtemps, de l'autoroute A13 sur le périphérique, à la porte d'Auteuil. Enfin, vous voyez des conditions de vie des personnes qui viennent de ces pays étrangers, qui rentrent sur le territoire, qui sont indignes. On ne peut pas dire aux gens, venez en France, c'est merveilleux, c'est formidable, vous y vivrez comme des dieux. Enfin, franchement, vous avez vu ces conditions de vie ? Donc je préfère dire, avec Éric Zemmour, non, personne n'entrera en France s'il n'y a pas un motif proportionné pour y entrer. Le corollaire, dont on ne parle pas souvent d'ailleurs, et c'est dommage parce que ça fait partie des choses des deux pieds. Il faut bien sûr renouveler notre coopération avec les pays d'origine des migrations. Je comprends encore une fois que ceux qui meurent de faim là où ils sont veulent aller dans un pays, même s'ils vivent pas très bien, ou au moins ils ne meurent pas de faim. La question est donc comment est-ce qu'on fait en sorte qu'ils puissent avoir à manger là où ils sont, qu'ils ne soient pas obligés de partir pour aller chercher un sort meilleur. Donc c'est deux chambres. Oui, il faut retenir les flux migratoires car nous n'avons plus la possibilité d'accueillir de manière supplémentaire des migrants sur notre territoire, d'où qu'ils viennent. Mais soyons actifs en termes de coopération et de renouvellement de nos moyens de coopération avec les pays d'origine de l'émigration. Vous souhaitez aussi durcir les conditions de naturalisation. On en compte environ 75 000 en 2021. Quelles nouvelles conditions faudrait-il, selon vous, pour devenir français ? Il n'y a pas d'amour, dit Malraux, il n'y a que des preuves d'amour. Si vous voulez devenir français, il faudra montrer, par votre engagement personnel, que vous aimez la France. Apprendre notre langue, vous engager à respecter nos us et coutumes, et faire en sorte que, évidemment, vous soyez le premier à respecter ces lois et d'une certaine manière à exercer par votre comportement ou à montrer que vous êtes reconnaissant à la France de vous avoir donné l'appartenance à sa communauté nationale. Donc ce sont des choses qui sont d'ordre culturel, comportemental, et plus seulement un acte administratif. Voilà, c'est la grande différence avec le régime qui existe aujourd'hui. En 2022, le budget de la justice a atteint les 8,9 milliards d'euros. Dans votre programme, une fois que vous étiez candidat, vous souhaitiez l'augmenter à raison d'1 milliard supplémentaire par an pendant les 3 prochaines années. Aujourd'hui, la justice manque de moyens. Selon vous, c'est un réel problème ? Oui, il y a énormément de services publics qui... Enfin, le problème des services publics en France... Pardon, je recommence ma phrase. Le problème des services publics en France, c'est que il est doté d'énormément de moyens, mais qui sont affreusement mal répartis. C'est-à-dire, il y a beaucoup de moyens là où on ne comprend pas très bien pourquoi il en faut beaucoup, et il y a très peu de moyens là où tout le monde voit bien qu'il en faudrait bien davantage. Il faudrait une meilleure gestion. Oui, je prends un exemple très particulier. Il y a dans les inspections académiques départementales des personnels administratifs de manière très conséquente. Alors, je ne dis pas qu'ils ne travaillent pas, je ne dis pas qu'ils ne font rien de la journée, je ne dis pas qu'ils ne servent à rien, je dis simplement qu'ils font ce qu'on leur demande, puisqu'ils sont payés pour ça, et je suppose qu'ils le font. Mais je me dis que ces personnes-là, elles seraient certainement plus utiles si on les affectait à des tâches dans lesquelles on a véritablement des gros manques. L'administration de la justice est dans une grave souffrance qui explique les délais de traitement devant les tribunaux, c'est que la machine administrative judiciaire, le traitement administratif des dossiers, le fait de remplir les pièces, d'envoyer les courriers, elle ne tourne pas parce que c'est trop volumineux. Donc il faut donner des moyens de traitement administratif. Et simplement faire en sorte que dans un pays où il y a plus d'actes qui obligent ou qui conduisent nos concitoyens à saisir la justice, pour quelque raison que ce soit, il y a davantage de gravité d'un certain nombre de cas. On sent très bien que l'augmentation des incivilités, de la délinquance, la complexité de notre vie quotidienne, tout ça provoque
un recours accru à la justice. Si donc vous ne lui donnez pas les moyens de suivre ça, en termes administratifs, c'est très compliqué. L'embouteillage auquel nous assistons est exactement la conséquence de ça. Donc il y a des mécaniques qui dépassent la simple question de la justice, mais qui mettent en cause le statut en général des fonctionnaires d'État, de mobilité plus facile entre les filières et d'incitation à le faire. Et puis il y a les moyens à donner au monde carcéral. Tout le monde voit bien que nous manquons de places de prison, qu'il faut en construire. J'ai changé d'avis sur ce sujet d'ailleurs au fil des années. Je pensais que, au point de départ, ceux qui voulaient construire des places de prison, c'était pour se dédouaner de ne pas améliorer les conditions d'existence de ceux qui sont détenus aujourd'hui et qui vivent dans des circonstances qui sont insupportables pour beaucoup d'entre eux. Ce qui n'est pas bon ni pour eux ni pour nous. Et puis, je vois bien que l'augmentation, encore une fois, du nombre d'actes délictueux et criminels nécessite cette construction-là. Voilà, je crois indispensable, effectivement, d'augmenter ces moyens dans ce sens. Vous souhaitez abaisser la majorité pénale de 18 à 16 ans avec Éric Zemmour et suspendre les aides sociales pour les parents de délinquants mineurs. Alors vous pensez que ces mesures permettront de réduire cette délinquance ? Alors sur l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans, oui, ça me paraît, encore une fois, compte tenu de l'évolution de la criminalité. Et tout le monde voit bien, enfin, c'est simplement le fait de prendre en compte une réalité qui change sous nos yeux, et si nous ne modifions pas notre manière de la traiter, évidemment, nous la subirons encore longtemps. Nos auditeurs et nos téléspectateurs connaissent bien, ou ont entendu parler en tout cas, de la fameuse ordonnance de 1945, qui est le régime pénal sous lequel on traite les criminels et délinquants mineurs. Ce texte de 1945 est voté, ou en tout cas il est décidé, dans un contexte sociologique et de criminalité dont vous comprenez très très bien qu'il n'est exactement pas celui d'aujourd'hui. 77 ans plus tard, enfin le monde a changé entre-temps, c'est tant mieux d'ailleurs, et la criminalité, y compris des mineurs, n'est plus la même du tout. Donc il faut ajuster, en fonction de ce qu'on constate, de la gravité d'un certain nombre de faits qui sont commis par des mineurs qui ont parfois moins de 16 ans. Encore une fois, ici dans les Yvelines, dans notre région des Yvelines en tout cas, quand on va vers le nord c'est un peu plus compliqué du département, mais par ici on est un peu moins touché qu'ailleurs, on va dire ça comme ça. Enfin, des cités ou des endroits, pas simplement des cités d'ailleurs, mais des endroits dans lesquels des enfants mineurs portent des armes à feu ou des armes blanches toute la journée, participent à des trafics de tous ordres, ça existe quand même, ce ne sont pas des choses qui sont des inventions ou des lubies. Donc il faut ajuster ça. Sur la suppression des allocations pour les familles d'enfants délinquants, c'est un des points de désaccord que j'ai avec Éric Zemmour. Je le dis très clairement, je n'ai jamais été favorable à cette mesure. Je suis moi-même issu d'une famille qui a été fracturée par la crise économique quand j'étais adolescent. J'ai été un décrocheur scolaire extrêmement performant, très énergique. Si mes parents avaient dû, au nom de ce que j'ai fait quand j'étais petit, se voir supprimer en plus les allocations familiales alors qu'ils étaient déjà tous les deux chômeurs, je ne sais pas ce qu'on serait devenu. Donc il faut faire très très attention à ça. La vie des familles est compliquée. Les adolescents d'aujourd'hui sont tout aussi compliqués que ceux d'hier, d'avant-hier ou du Moyen-Âge, mais ils ont un climat, il y a un contexte extérieur dans lequel il est tellement facile de partir en vrille, de faire n'importe quoi, d'être incité à un acte qui change votre vie en quelques minutes. Voilà, je ne suis pas d'accord avec cette mesure-là. Parlons d'actualité internationale. À présent, elle est marquée par les tensions grandissantes entre l'Ukraine et la Russie. Alors votre candidat, Éric Zemmour, est réputé pour ses positions plutôt pro-russes. Pourquoi faudrait-il être pro-russe dans ce conflit ? Alors, il faut d'abord être pro-russe parce que les Russes sont des alliés de la France. Nos auditeurs savent bien que la France et les États-Unis, je viendrai à la suite juste après, la France et les États-Unis dans l'histoire sont les deux seules grandes puissances à n'avoir jamais été en guerre l'une contre l'autre. Avec toutes les autres, nous avons fait la guerre, sans exception. La Russie aussi. Mais, dans le contexte où nous sommes, nous avons besoin, nous Français, de trouver en Asie, au Proche-Orient, dans l'Est de l'Europe, des alliés qui nous permettent de continuer d'être protégés de ce qui s'y passe d'une certaine façon dans ces régions qui est souvent désordonnée. J'observe que dans le combat contre l'islam conquérant, la Russie est un allié objectif. Je ne suis pas sûr que les Américains soient aussi alliés que ça. La proximité, la porosité qu'il y a entre les intérêts américains et le financement d'un certain nombre d'officines
qui sont devenus ensuite des officines islamiques, ou la très grande proximité, comme celle de la France d'ailleurs, avec des États qui soutiennent parfois même le terrorisme, est un problème. Et je pense que, nous avons aussi besoin, par notre faute, nous nous sommes mis dans cette position de faiblesse, nous avons aussi besoin de pouvoir profiter de l'approvisionnement énergétique, du gaz notamment, par exemple, qui est fourni par la Russie. Donc pour toutes ces raisons, il n'y a pas de motif de se fâcher avec la Russie. Et par ailleurs, je ne crois pas une seconde que Vladimir Poutine est suffisamment idiot pour envahir les pays baltes ni l'Ukraine, et que les mouvements de troupes armées auxquels on assiste pour l'instant font partie des gesticulations du théâtre d'ombre de la diplomatie. Ce sont des raisons. Ils sont en train de faire de la diplomatie, pas de la guerre. C'est ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Enfin, sur l'UE, la France a pris pour 6 mois la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Alors déjà, est-ce que c'est un sujet important pour vous ? Et est-ce que c'est l'occasion de parler plus d'Europe ? Qu'est-ce que vous attendez de cette présidence ? Ça devrait être l'occasion d'en parler davantage, au moins pour 2 raisons. La première raison, c'est que, s'en est ajouté une troisième d'ailleurs, qui date d'hier. Pour 3 raisons. La première, c'est que dans les cartons de l'Union européenne, il y a le projet d'un pacte migratoire qui va conduire à ce que soit formalisé dans le courant de l'année 2022, je ne sais pas exactement à quelle date il est prévu de le faire, le fait que chaque État membre de l'Union européenne sera obligé d'accueillir un quota de migrants sans doute proportionnel à sa population, quoi que décide par ailleurs le gouvernement de ce pays, quoi que veuille son peuple, et quelle que soit sa situation. Ça devrait nous alerter, parce que si c'est ça, vous comprenez très bien que l'affaire qui se passe en Biélorussie, qui est à mon avis beaucoup plus grave que ce qui se passe en Ukraine, tous les flux migratoires qui viennent de l'Afrique, tout ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le contrôle des frontières, etc., ça va être très compliqué, sinon impossible. Deuxième élément, ce profil, là aussi du point de vue européen, l'instauration d'une taxe particulière sur la part de chiffre d'affaires réalisée par les entreprises grâce à l'outil numérique. Personne ne parle de cette taxe. C'est dommage parce que là aussi elle est dans les clous, et quand on vous dit développer le numérique, vous avez l'impression que vous allez pouvoir développer votre activité, votre chiffre d'affaires, votre rentabilité tranquillement, mais non, vous allez être rattrapé par la patrouille de Bruxelles qui va vous dire, monsieur, 12%, simplement parce que c'est une nouvelle taxe, on est en train d'installer une taxe européenne, c'est une première, et le problème c'est pas tant... Pour rembourser la fameuse dette évidemment pour rembourser la fameuse dette, dont ne vous inquiétez pas, bonne gens, on a les moyens de la rembourser, rien du tout. C'est dans l'histoire la création de la première taxe européenne de l'histoire de l'Union européenne. C'est pas du tout anodin cette affaire. Parce que je vous rappelle que seuls des États souverains sont amenés, en principe, à lever l'impôt, ou alors dans le périmètre de leurs compétences judiciaires, les collectivités enlèvent, mais avec l'autorisation de l'État. Troisième élément. La présidente de la Commission, Mme von der Leyen, a fait une déclaration hier qui a certainement dû vous intéresser sur le contrôle social. Et alors, je me permets simplement d'interroger nos auditeurs et les téléspectateurs. Est-ce que un certain nombre d'entre eux sont favorables au projet européen ? Probablement, puisque la France, on sait que l'opinion française est divisée à peu près pour moitié. Est-ce que dans la vision qu'on vous a vendue de l'Europe, il y avait à l'origine le contrôle social à la chinoise ? Sans doute que non. Et sans doute que si vous aviez compris qu'on irait dans cette direction, vous auriez eu à l'égard de l'Union européenne un peu plus de distance critique, voire une forme de rejet. Eh bien, je me permets de renvoyer ceux qui nous écoutent et qui nous regardent au discours de Philippe Séguin devant l'Assemblée nationale sur le traité de Maastricht il y a 30 ans. Un des plus beaux discours qu'on ait jamais prononcé à l'Assemblée nationale. Tout est dedans. Tout est dedans. La mécanique totalitaire du contrôle social est inscrite au cœur des traités européens. Voilà la thèse de ceux qui combattent l'Union européenne, pas l'Europe, l'Union européenne telle qu'elle est faite maintenant, parce qu'on arrive enfin à voir quel était le projet initial, le fait de contraindre, vous, moi, tous les citoyens des pays d'Europe, à devenir simplement des consommateurs qui se taisent, qui dépensent leur argent et qui vont travailler pour en gagner. C'est tout ce qu'on nous demande. Ce n'est pas la vision que j'ai de l'Europe ni de la France. Alors justement, avec Éric Zemmour, vous souhaitez une Europe des nations. Comment est-ce qu'on pourrait y arriver ? Est-ce que cela est possible en l'état ou il faudra une réforme plus large de l'Union européenne ? Il faut certainement
d'abord changer le comportement des acteurs. C'est-à-dire, exemple récent, je fais partie de ceux qui sont extrêmement critiques à l'égard de la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. D'ailleurs, on en voit les résultats. C'est quand même pas spectaculaire. Quelle est une des conséquences, la conséquence à mon avis la plus marquante, encore une fois, sur le plan de notre vie politique, de cette crise sanitaire, c'est le fait que, eh bien ça y est, on ait pris la décision, semble-t-il, ou en tout cas elle est très très avancée, de confier à l'Union européenne la compétence de la gestion de crise sanitaire sur le territoire français, en disant ça sera mieux fait sur le plan européen. Enfin, on n'est pas assez grand pour c'est la peine d'aller chercher des finances parce que c'est l'Union européenne qui paye, parce qu'elle nous donne quelque chose qu'on n'a pas pour... Non, je crois décidément que ce réflexe qui consiste à se retourner systématiquement vers l'Union européenne quand on a l'impression de ne pas savoir faire, ou quand on a la flemme. Parce que le pire dans tout ça, c'est une question de paresse. Si vous gérez la crise sanitaire correctement, si vous dites la vérité aux Français depuis le début, si vous dites voilà ce qui va se passer, on ne sait pas tout, on tâtonne, moi j'aurais compris ça. Merci beaucoup. J'aurais compris, mais là c'est quand même un peu fort de café. Donc, merci beaucoup, Jean-Frédéric Poisson. Ah, c'est terminé d'avoir déjà. été avec nous, c'est déjà terminé. Dans l'Hebdo Politique, je rappelle que vous êtes le porte-parole d'Éric Zemmour et le président de VIA, La Voix du Peuple. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Hebdo Politique. Mon invité sera alors Daniel Cornalba, le maire de l'Étang-la-Ville. Très bonne soirée à tous. L'Hebdo Politique.